Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre 11e débat confiné déjà, le 11e débat de Il fera beau demain. Nous poursuivrons cette formule jusqu'à la fin du mois. La fin du mois, c'est aussi le temps qu'il vous reste pour partager vos idées, réagir à celles des autres et voter pour les propositions qui vous semblent les plus intéressantes sur notre plateforme ilferabeaudemain.team. Durant l'été, nous ferons une première synthèse sur base de vos propositions et de l'avis des experts, et nous vous soumettrons une pièce à casser d'une centaine de propositions en septembre. Nous relancerons alors la consultation autour de ces propositions pour que vous puissiez les amender, les compléter, les rejeter, les remplacer ou les approuver. Je vous invite donc tous à aller sur notre plateforme dès la fin du débat, ou même pendant, on vous pardonnera. Nous ne pouvons pas tenir compte de votre avis si vous ne le donnez pas, donc nous comptons sur vous. Il y a quelques semaines, nous avions déjà consacré un débat à la fiscalité. Nous y avons notamment discuté de la microtaxe qui continue à susciter beaucoup d'intérêt et nous n'avions pas eu le temps de parler de la taxe carbone. Comme promis alors, nous revenons aujourd'hui sur cette question. Faut-il taxer le carbone? Faut-il, plus généralement, taxer la pollution? Pour répondre à cette question, notre panel est composé aujourd'hui de 3 spécialistes. Eduardo Traversa, qui est professeur de droit fiscal à l'UCL. Bonjour Eduardo. Bonjour Laurent. De Alice Birlot, chercheuse au Centre for Business Taxation à Oxford. Bonjour Alice. Bonjour Laurent. Et Vincent Van Seenbergen, qui est expert au SPF Santé au service changement climatique. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors le débat sera organisé en 4 temps. Nous nous demanderons premièrement si la lutte contre le réchauffement climatique doit passer par la fiscalité. Faut-il par exemple créer une taxe carbone, taxer le kérosène ou créer une taxe sur la valeur environnementale? Est-ce envisageable au niveau belge ou alors seulement au niveau européen? On s'inquiétera ensuite de l'impact social de la fiscalité environnementale. Est-ce que la fiscalité environnementale ne risque-t-elle pas nécessairement d'être antisociale? Peut-on éviter d'opposer la fin du monde à la fin du mois? On abordera ensuite son impact économique. Quelles seraient les conséquences des taxes environnementales pour nos entreprises? Pourraient-elles faire face à l'augmentation des coûts? Ou au contraire, est-ce qu'on peut espérer que la relocalisation de l'économie soit favorisée par le développement de la fiscalité environnementale? Enfin, on se demandera si taxer ce qui est lisible, comme la pollution, peut contribuer à rendre confiance dans la fiscalité. Est-ce que cela permettrait de diminuer d'autres impôts en compensation? Est-ce que l'on pourrait, par exemple, réduire le coût du travail ou diminuer la TVA? Est-ce que la fiscalité environnementale pourrait dès lors contribuer à rendre notre système fiscal plus juste et à lui donner plus de sens? Comme le savent ceux qui nous suivent de semaine en semaine, vous pouvez commenter le débat en direct. Charlotte vous lit, elle relayera auprès de nous vos avis et questions. Bonjour Charlotte. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce débat. Comme d'habitude, donc je suis le relais citoyen. Aujourd'hui, nous allons être amenés à parler fiscalité et environnement, deux thèmes qui généralement suscitent beaucoup de commentaires. Donc je m'attends à avoir vos avis et n'hésitez pas à les laisser que je puisse les relayer auprès de nos intervenants. N'hésitez pas non plus à partager ce live, je compte sur vous. À tout de suite. Merci Charlotte. Eh bien, je vous propose de commencer sans plus entendre par une question en définitive assez simple et assez directe. Est-ce que le slogan pollueur-payeur, est-ce que c'est un slogan slimpiste ou est-ce que c'est une bonne idée, Eduardo? Mais c'est déjà une réalité parce que toute notre politique environnementale est basée sur cette idée que avoir un comportement polluant engendre des coûts pour tout le monde et que c'est normal que la personne ou les personnes les plus directement responsables de ces comportements supportent ces coûts. Maintenant, il faut aussi préciser que lorsqu'on parle de fiscalité environnementale, on parle d'un animal un petit peu particulier parce que la fiscalité environnementale, contrairement à l'ensemble des autres impôts, n'a pas comme objectif principal de procurer des recettes fiscales. Donc l'idée n'est pas directement de vouloir aller chercher de l'argent auprès des entreprises, des particuliers, mais plutôt sur le court, moyen, long terme d'orienter les comportements en termes de production et de consommation. Donc en fait, une fiscalité environnementale qui fonctionne bien, c'est une fiscalité
environnementales qui ne rapportent rien parce que les comportements ont évolué. Remettre mon micro, excusez-moi. Voilà. Merci Eduardo. Alice, cet objectif donc d'orienter les comportements, effectivement, est mis en tension de l'objectif de récolte d'argent. Mais est-ce que ça ne dépend pas du niveau de la fiscalité environnementale? Si l'objectif est d'orienter les comportements, alors il faudrait mettre une fiscalité vraiment fort lourde pour, par exemple, comme sur le tabac, où il y avait les axes sont vraiment importantes et il semblait qu'il y avait un but de dissuader. Mais s'il s'agit simplement, je vais dire, d'internaliser les externalités, comme on dit, peut-être d'ailleurs que c'est un concept que tu pourrais expliquer. Est-ce que là, alors, on n'est pas à un niveau plus bas? Et donc, l'équilibre entre ces deux objectifs, est-ce qu'il ne dépend pas du niveau de la taxation? Ok, donc c'est une question qui est complexe et je vais essayer d'y répondre en différents points. La première chose que je voudrais dire, c'est revenir sur la question du pollueur-payeur. Juste en disant que pollueur-payeur, ben, ça sonne bien, mais en fait, payer pour la pollution qu'on génère, ça veut aussi, dans une certaine mesure, dire qu'on a un droit de polluer si on paye. Et là, c'est évidemment toute une autre manière de voir la fiscalité environnementale. Donc, il y a vraiment ces deux versants, et ça dépend comment on envisage la fiscalité environnementale. Pour une personne qui n'a pas les moyens de payer, elle n'aura d'autre choix que de supprimer son comportement polluant. Pour la personne qui a les moyens de payer pour la pollution générée, eh bien, cette personne pourra garder son comportement polluant simplement en payant la taxe. Ce qui peut être vu comme foncièrement antisocial. Donc, ce qui peut être vu comme antisocial, effectivement. On y reviendra, oui. Souvent, on justifie la fiscalité environnementale par référence à ce principe du pollueur-payeur, mais d'autre part, on la critique par référence à cette idée de droit de polluer. Et puis, sur l'internalisation des externalités, en fait, ce qu'on entend par là, c'est cette idée que si on pollue, eh bien, on doit payer pour la pollution qui est générée parce qu'en fait, le marché, les lois du marché n'internalisent pas la pollution qui est générée. Donc, lorsque j'achète un nouveau téléphone, dans le prix de mon téléphone, il n'y a pas le prix de toute la pollution qui a été mise lors de la fabrication de ce téléphone. Et donc, c'est pour cette raison qu'on justifie l'idée que la pollution qui est liée à la fabrication de mon téléphone doit être intégrée au prix grâce à la fiscalité. La pollution qui est externe devient interne. Voilà, c'est ça le sens. Dans une certaine mesure, oui. C'est une théorie, c'est une théorie qui a été inventée par un économiste qui s'appelle Pigou, qui était britannique au début du XXe siècle. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée de base. Alors, le problème, bien entendu, c'est quel est le coût de l'externalité? Comment on donne un prix à toute la pollution qui a été générée lors de la fabrication de mon téléphone? Et ça, évidemment, c'est une donnée sur laquelle il n'y a pas de consensus. Si on demande à quelqu'un quel est le prix de la tonne carbone ou à combien on devrait taxer la tonne de carbone, eh bien, selon les opinions, on va vous donner des réponses différentes. Mais avant d'arriver jusque-là, sur l'objectif même de la fiscalité environnementale, c'est aussi pour toi essentiellement orienter les comportements? C'est ça l'objectif premier de la fiscalité environnementale? Ah oui, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec Eduardo. L'idée de la fiscalité environnementale, c'est un objectif réglementaire. C'est-à-dire, c'est pas un objectif. L'objectif premier n'est plus budgétaire, il devient réglementaire. C'est-à-dire qu'on compare la fiscalité à une réglementation pure. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas purement et simplement le comportement? Si le but, c'est par la fiscalité, finalement, de supprimer le comportement, ce serait pas plus simple de l'interdire? Donc, bien entendu, c'est un choix politique. Et donc, de mon point de vue, il faut toujours garder en tête qu'on a ces alternatives et que la fiscalité ne doit pas être la priorité absolue. Il faut toujours se poser la question de quel est l'instrument le plus efficace. Et en économie, la théorie de Pigou argumente qu'il est parfois plus efficace d'utiliser la fiscalité que des réglementations pures. Donc ça, c'est l'argument en faveur de la fiscalité et pas des réglementations pour orienter certains comportements. C'est plus doux, en fait, comme manière de changer les comportements. On ne bannit pas le comportement, mais dans une certaine mesure, grâce à l'outil fiscal, on va un peu nudger. C'est plus doux, mais on y reviendra parce que, comme tu l'as dit également, d'un autre côté, ça ne pèse pas de la même manière sur tout le monde. Oui, c'est tout à fait vrai. Vincent, pour toi également, quel est l'objectif alors principal de la fiscalité environnementale? Je dirais d'abord qu'il faut rappeler comme élément de contexte, c'est que
on vise la neutralité climatique à l'horizon 2050. Maintenant, c'est acquis. Donc, c'est zéro émission de carbone, enfin en net en tout cas, à l'horizon 2050. Et de toute façon, on sait que c'est un défi gigantesque. Et donc, on sait que c'est techniquement possible, mais ça veut dire qu'on va devoir aller chercher toute une série de mesures, de leviers dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Et ça va nécessiter, à notre avis, pas seulement l'instrument fiscalité environnementale et l'instrument fiscalité carbone, mais aussi d'autres types d'instruments. Et moi, je vois plutôt les choses comme ceci, comme une combinaison de la fiscalité environnementale avec toute une série d'autres types de normes et de réglementations, d'interdictions, d'obligations, parce que c'est bien plus complexe que juste un type de pollution. Il y a, lié aux émissions de différents types de polluants, toute la question de l'investissement dans les appareils de chauffage, l'investissement dans les machines industrielles, l'investissement dans les moyens de transport, et que justement, ça pour moi, c'est le rôle de la fiscalité environnementale, c'est de jouer d'une part sur ces investissements, donc les changements de comportement, mais pas seulement la réduction de la consommation, investissement de données, mais surtout de dire que dans le moment où on va changer de chaudière, quand votre chauffagiste arrive chez vous et qui dit votre chaudière est en panne, est-ce que vous voulez une pompe à chaleur ou bien est-ce que vous voulez continuer avec une chaudière au gaz ou au mazout, qu'il fasse le calcul avec un prix du carbone qui soit intégré. Donc donner un signal prix qui modifie, qui oriente les choix sur les investissements avant tout. Donc ça, je pense que c'est la première finalité. Et alors, je pense que je vous rejoins aussi, Alice et Eduardo, mais en apportant peut-être ce bémol que l'aspect collecte de recettes supplémentaires à l'aspect incitatif peut être intéressant pour justement favoriser le financement de la transition. Et donc de dire qu'il y a moyen de lier par rapport à la possibilité de réaliser ces investissements, en particulier parmi le public qui a le moins de moyens d'investir dans ce type d'investissement décarboné, de soutenir ce type d'investissement. Est-ce que, quand je vous écoute, je peux tenter une thèse, en tout cas tenter d'expliquer quand utiliser la norme, quand utiliser plutôt la fiscalité? C'est peut-être qu'il y a quand même toute une série de comportements qu'on ne peut pas supprimer tout à fait, dont on a besoin pour produire, etc. Et donc il y a une certaine quantité de pollution qui inévitablement accompagne nos comportements et que dès lors on ne peut pas simplement les interdire, puisque si on reste sur un exemple par exemple simple de l'essence, il faut qu'on continue à rouler. Et dès lors la fiscalité environnementale, un des intérêts, je ne sais pas, je vois Alice pourra corriger, alors c'est le propre d'une thèse, on peut la contredire, c'est que la fiscalité environnementale elle est notamment surtout intéressante alors pour les comportements dont on ne peut pas tout à fait se passer, parce que là alors il faut essayer que le signal prix nous faire prendre conscience des conséquences de nos comportements et puis alors d'adapter à la marche, effectivement, de rendre peut-être des alternatives plus compétitives. Je vais aller chez Eduardo pour continuer l'ordre et comme ça Alice pourra préparer son argumentation. Eduardo, c'est quelque chose comme ça aurait du sens de faire cette distinction ou pas? Oui, bien sûr. Bon, c'est très bien que toutes les activités humaines dégagent, sont plus ou moins polluantes, mais en termes d'émissions de CO2, même le simple fait de respirer pour un être humain a un impact en termes de CO2. On ne va pas ni interdire ni mettre une taxe sur ce type de comportement. Maintenant, c'est vrai que en ce qui concerne les règles qu'on peut adopter, on peut prendre toute une série de mesures politiques sous la forme de règles en termes de politique énergétique, par exemple, de choix qui peuvent être faits et qui peuvent avoir un impact très, très positif sur la réduction des émissions de CO2. L'avantage, disons, de la fiscalité ici, c'est, à part le fait qu'on n'est pas dans le blanc ou dans le noir, parce que la règle, c'est soit on autorise, soit on interdit, c'est qu'elle permet progressivement aussi aux citoyens, aux entreprises, de faire évoluer leur comportement, parce que toute transition, c'est la définition même du terme transition, c'est aller d'un point A à un point B, mais ça prend un certain temps, ça prend un certain chemin. Il faut que les personnes aient un minimum de temps pour pouvoir se retourner. Alors, je pense par exemple au mode de déplacement par rapport
à la situation actuelle, si on doit arriver à un point où on utilise beaucoup moins la voiture, où on utilise beaucoup moins des véhicules qui sont aussi polluants que ceux d'aujourd'hui, ben, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et en fait, l'interdiction en tant que telle sera à la limite contre-productive parce que tout le monde va se retrouver à pied sans avoir eu le moyen de se retourner. Donc c'est bien ça, la dimension, disons, pédagogique de la fiscalité, c'est aussi donner le temps à chacun, pas trop de temps non plus, il ne faut pas que ce soit un rythme qui, à la fin, nuise aux objectifs qu'on s'est donnés, mais donner le temps d'adopter d'autres comportements. Et là, la fiscalité, un peu le petit coup de pouce, le poil à gratter qui va faire qu'au-delà de l'élément de responsabilité morale que chacun doit avoir vis-à-vis de son environnement, il y a aussi un élément économique qui joue. Merci Eduardo. Alice, alors, pourquoi réagissais-tu ? Parce que je pense que c'est un argument qui est souvent mis en avant et l'exemple que tu as donné, pour moi, en fait, c'est un contre-exemple. Parce que tu disais, on ne peut pas s'arrêter de rouler, mais en fait, à court terme, en tout cas. Oui, mais la pandémie l'illustre, on peut s'arrêter de rouler. Enfin, en tout cas, on peut largement réduire ses déplacements. On peut arrêter de prendre l'avion, en tout cas, ou le prendre beaucoup moins. Et du coup, oui, mais moins, pas totalement. Tandis que la norme, c'est totalement. Ouais. C'est vrai, mais la norme n'est pas nécessairement totale, en fait. Si, par exemple, on pense à l'aviation, eh bien, on pourrait avoir un quota carbone par personne et dire que chaque personne a droit à 2 trajets en avion par an. Alors, ça sonne extrême, voire extrémiste comme proposition, mais c'est quand même des propositions qui sont discutées par certains, et donc je ne pense pas qu'on puisse simplement les balayer d'un revers de main. Je ne veux pas dire que c'est ce que tu faisais, mais simplement pour moi, l'exemple que tu as donné n'était pas nécessairement le meilleur, exemple, étant donné la pandémie. Et puis, en fait, ce dilemme réglementation ou fiscalité, en fait, je pense véritablement qu'il faut le garder à l'esprit de manière permanente, parce que c'est vrai que la société est toujours basée sur une économie carbone, en fait, mais si on regarde par secteur, il y a véritablement des alternatives qui sont à chaque fois possibles à l'outil fiscal. Donc, typiquement, si on prend la question des voitures, bien, si on imagine si on prend l'exemple de l'utilisation des voitures en ville, par exemple, eh bien, typiquement, on a ce choix entre avoir une taxe à l'entrée de la ville ou un droit d'entrée, ou bien simplement réduire le nombre de parkings, ou bien simplement interdire l'usage de la voiture dans certaines parties de la ville, quoi. Et c'est la même chose avec le chauffage. On peut dire, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus louer une maison qui n'est pas isolée à un standard suffisant. Ou bien on peut dire, au contraire, eh bien, on taxe plus le mazout de chauffage. Donc ce dilemme, il est permanent. D'accord. Vincent voulait réagir, Eduardo aussi, mais Vincent. Oui, moi je rejoins peut-être un peu plus Eduardo. En tout cas, je suis sensible à l'argument du temps qu'il faut pour une forme d'adaptation. Et moi, je vois surtout ces instruments comme étant tout à fait complémentaires. Pour moi, dès qu'on achète de l'énergie ou qu'on achète des appareils qui nous permettent d'utiliser l'énergie, je parlais des chaudières, je parlais des véhicules, ça se fait avec des prix. On achète et alors on fait ou on ne fait pas. On n'est pas nécessairement des homo economicus, mais on fait quand même grosso modo un calcul quand il y a des alternatives et on va, voilà. Et donc c'est là qu'on va jouer. C'est le signal prix qui est mauvais. Et donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive pour moi, c'est intéressant et c'est utile et il faut corriger le prix. Après, la question de parking, de non-stationnement, enfin de limiter le nombre de places de stationnement en ville, par exemple, pourquoi pas le faire en même temps? Et ça répond aussi à d'autres problèmes qui sont des problèmes plus locaux, de pollution de l'air, d'aménagement du territoire, d'espace, ce genre de choses. Un autre exemple que je voudrais prendre, c'est pour le logement, par exemple. On sait très bien qu'on a un problème, si on met en place une tarification carbone, de manque d'incitant pour un propriétaire d'appartement de faire les travaux de rénovation, alors que le locataire, lui, paye la facture. Eh bien là, typiquement, pourquoi pas, oui, avoir l'instrument fiscal, mais en complément, avoir une mesure d'interdiction ou d'obligation, dans ce cas-ci, pour le propriétaire à un moment donné, quand on change par exemple de locataire à la fin du bail, de faire un travail de rénovation, de mettre à niveau en termes de performance énergétique. Donc ça, c'est des exemples qui illustrent pour moi une complémentarité entre les instruments. Tant qu'il y a un marché pour l'énergie, après on pourrait réorganiser complètement le marché d'énergie, tant qu'il y a un marché d'énergie, pour moi, il faut corriger les prix.
Ok, c'est très clair et ça permet aussi, avec l'exemple que tu donnes, qu'on intègre aussi à la fois peut-être maintenant des exemples très concrets, parce qu'on a parlé fiscalité environnementale, on a parlé taxe carbone, mais je vais faire le détour par Charlotte d'abord, mais ce serait bien peut-être de préciser qu'est-ce que c'est cette taxe carbone, quelles sont les autres formes de fiscalité environnementale, et puis de glisser sur ce que tu as suggéré, c'est aussi l'accompagnement de ces mesures donc pour que le cadre social soit soutenable. Mais avant de revenir vers Eduardo et d'essayer d'être plus précis sur ce qu'est la fiscalité environnementale, je voudrais qu'on puisse écouter Charlotte et les premiers retours des internautes. Oui, alors je vais revenir sur deux personnes, Arnaud et Régis, qui ont parlé du pollueur-payeur avant de passer à autre chose. Donc Arnaud nous a dit « Je suis d'accord sur le principe du pollueur-payeur. Ils ne doivent pas se réduire à un droit à polluer pour les plus riches. Serait-il possible de faire des taxes carbone proportionnelles aux revenus? Ainsi, tous les Belges seraient égaux devant ce problème. » Régis, lui, il dit qu'importe si les plus riches ont le droit de polluer, d'abord, si c'est la seule chose qui marche, c'est mieux que rien, et ensuite, du moment que l'argent est réutilisé à l'avantage des plus faibles et afin de faire de vrais changements, comme l'isolation par exemple, qui permettent de remplacer les habitudes de tous. Je pensais que c'était intéressant de les placer ici avant de passer à autre chose. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment exactement les bonnes questions pour faire la transition, pour justement, voilà, c'est quoi cette taxe carbone? Est-ce qu'elle peut être proportionnelle aux revenus? Et puis, Régis met bien en évidence que l'accompagnement social, il va aussi passer par qu'est-ce qu'on fait avec les revenus de cette taxe, et notamment en termes de politique d'isolation. Donc, je pense que c'est vraiment de très bonnes questions. Eduardo, alors, qu'est-ce qu'on entend par fiscalité environnementale de manière plus précise? On ne t'entend pas. Les deux interventions qui ont été relayées par la Charlotte étaient très intéressantes, mais on va y revenir. En fait, quand on parle de fiscalité environnementale, on parle de au moins trois choses assez différentes. La première, c'est l'impôt environnemental qui n'existe pas et qu'on envisage de créer. Par exemple, la taxe carbone. On crée un impôt dont le seul objectif est véritablement de, ici, diminuer les émissions de CO2. Puis, on a une autre catégorie de fiscalité environnementale, sont des impôts qui existent, mais qu'on souhaite un petit peu verdir. C'est-à-dire, par exemple, en ce qui concerne les accises sur les carburants, là, elles existent depuis bien avant le moment où on a commencé à faire de la politique environnementale, mais là, on est en train de réfléchir à comment adapter, c'est la même chose de la fiscalité des véhicules, comment adapter ces impôts pour faire en sorte qu'au moins les comportements les plus polluants ne soient pas récompensés fiscalement, voire soient plus taxés. Et puis ensuite, on a une troisième idée de la fiscalité environnementale, c'est utiliser certains impôts, et c'est particulièrement l'impôt sur le revenu, pour octroyer des avantages fiscaux, des incitants fiscaux à des comportements qu'on considère être favorables à l'environnement. Donc, c'est trois idées, trois choses qui sont très, très différentes. On peut agir évidemment sur les trois, mais il faut qu'on soit assez clair dans quel cadre on se trouve lorsqu'on parle de la fiscalité environnementale. Ça peut être aussi subventionner les économies d'énergie. Voilà. C'est pas forcément taper sur les doigts, ça peut être aussi inciter au comportement qui réduit. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on entend lorsque un politicien veut bien se faire voir. Il va dire, moi, je suis pour la fiscalité environnementale, c'est-à-dire pour faire des réductions d'impôts pour les comportements vertueux. C'est un peu éco-bonus plutôt qu'éco-taxe. Voilà, éco-bonus plutôt qu'éco-taxe, c'est une simplification. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, parce que dans les faits, si on réduit fortement la fiscalité sur les comportements entre guillemets vertueux, mais ça veut dire qu'on l'augmente sur les comportements qu'on considère être moins vertueux. Mais on présente les choses sous un angle plus positif. Mais ça fait aussi partie de la fiscalité environnementale. Mais restons sur la taxe carbone dont tu as parlé. Qui payerait cette taxe carbone? À quel niveau? C'est au niveau belge, au niveau européen, au niveau mondial qu'il faudrait la créer? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Alors, je propose que Vincent réponde, vu que c'est quand même Monsieur Taxe Carbone en Belgique. Et puis alors, éventuellement, moi, je veux donner mon avis. Eduardo fait appel à l'équipe. Vincent. Okay.
Oui, on connaît ça aussi bien que moi, mais c'est vrai qu'on a coordonné donc un débat au niveau national, au niveau belge, sur on a appelé ça la tarification du carbone. Et donc, par rapport à ta question sur ce que c'est et sur quel niveau, mais je pense qu'il faut d'abord faire une distinction importante, et ça reviendra dans la suite du débat, entre les industries qui sont intensives en énergie, où des questions de compétitivité se posent à l'échelle d'abord européenne et puis internationale aussi, et pour lequel il existe un instrument qui met un prix sur les émissions de carbone. Donc le marché européen des quotas d'émissions, donc c'est une forme alternative, ce n'est pas de la fiscalité en tant que telle, mais l'idée d'inciter les changements de comportement et les investissements décarbonés est présent. On peut alors discuter de est-ce que ça fonctionne bien ou pas tout à fait. Je dirais que dans les grandes lignes, c'est plutôt dans le bon. Le marché a subi des réformes aussi, mais c'est un débat à avoir certainement avant tout au niveau européen. L'autre question, et je pense que c'est celle qui fait le plus débat, c'est pour l'autre partie des émissions, ça correspond en Belgique à environ 2/3 des émissions qui ont lieu sur le territoire de la Belgique. C'est principalement le secteur des transports, tant passagers que marchandises, bâtiments, tant résidentiels que non résidentiels, et il reste alors quelques industries et l'agriculture. Et là, la question, c'est de se dire, on va renchérir, on va augmenter le prix des combustibles fossiles. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est essence, diesel, mazout de chauffage, gaz naturel et un peu de charbon, il n'y en a plus beaucoup. Et de dire qu'en fonction de la teneur en carbone ou en CO2 de ces combustibles, on va y appliquer un prix. Et alors, on a discuté de très concrètement mettre en place un certain niveau de taxe carbone, un certain prix, de l'augmenter graduellement pour progressivement mettre en mouvement ces changements de comportement. Et donc, ça reviendrait en fait à augmenter le prix, je dirais, de l'essence ou du diesel à la pompe, de l'ordre de très très peu, 1 ou 2%, à peut-être 20, 25%, quelque chose comme ça, dans un horizon temporel d'une dizaine d'années. Ça, c'est tout dépend évidemment du niveau de prix, mais pour des niveaux de prix qui sont assez communément discutés. Et donc, ça veut dire un changement dans le prix qui est perceptible, qui peut réellement peser sur les choix d'investissement, mais qui ne sont pas non plus une véritable révolution. On n'est pas en train de doubler, tripler le prix des combustibles fossiles. C'est pas de ça, en tout cas pas à court moyen terme. C'est pas de ça qu'on parle. Oui, mais si j'ai bonne mémoire, c'est exactement une proposition de ce type-là qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes en France. C'était une taxation sur le diesel et sur l'essence. Oui, donc là, on rejoint peut-être une autre partie du débat sur les aspects plus distributifs, que je qualifierais de distributifs, et où le grand enjeu, et moi je dis souvent, moi je ne parle jamais de taxe carbone, moi je dis tarification du carbone, parce que le but c'est le signal prix, ou alors je dis taxe et dividende carbone. Parce qu'il y a toujours l'autre côté de la pièce, si vous voulez, à prendre en compte. Quand on taxe, on a des recettes. Alors, on peut décider très bien de l'affecter de manière générale ou de ne pas préciser en fait l'utilisation de ces recettes. Mais on s'est rendu compte, nous, en tout cas dans le cadre de ce débat national, que c'était un aspect, l'aspect probablement le plus important du débat ou des discussions, c'est de savoir ce qu'on fait avec ces recettes. Et tous les parties prenantes qu'on a pu consulter autour de la table nous disent qu'il faut flécher, il faut savoir ce qu'on fait avec ces recettes, et la plupart d'entre elles sont favorables à une utilisation des recettes qui reviennent en fait à ceux qui polluent, si vous voulez, mais pour inciter ou pour compenser des problèmes de pauvreté énergétique. Et donc, c'est cet élément-là qui est déterminant et qui a causé problème dans le cas de la France, en fait, puisque la plupart des recettes étaient utilisées à des baisses de cotisations de sécurité sociale, et donc les gens ne voyaient pas l'argent revenir vers eux sous forme soit de chèques pour investir dans la rénovation, par exemple, pour permettre d'investir dans une alternative ou différentes formes, d'autres formes qui auraient pu les aider, favorables en tout cas à la transition. Et c'est là qu'on rejoint ce deuxième objectif probablement de la fiscalité environnementale qu'on discutait au début, c'est de favoriser le financement de la transition. Ça a manqué en France et ils sont en train de se rattraper. Il y a énormément de pays avec des exemples tout à fait différents. Je parle souvent de la Suisse qui, elle,
rétribue à chaque citoyen le montant qui a été payé en moyenne par chacun. Et donc, on revoit que chacun reçoit ce qu'il a. Mais on a eu un autre débat sur l'allocation universelle, et une des variantes autour de l'allocation universelle, c'était ce qu'on avait appelé le dividende carbone, qui consistait justement à donner un montant forfaitaire, exactement ce qui est proposé là en Suisse, un montant forfaitaire à chaque citoyen pour faire face à l'impact social. Mais je vois qu'une autre alternative, c'est pour plutôt investir dans les économies d'énergie et permettre à chacun, donc si j'ai bien compris, et contribuer à la transition. C'est ce genre d'idées qu'il faut avoir en tête pour compléter le côté taxe par le côté dividende. Et en fait, c'était ce que disait Régis d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris la remarque de Régis, c'est qu'on ne peut juger de l'impact social d'une recette fiscale que si on prend en compte ce que cette recette permet de financer. Donc, c'est les deux qui vont de pair. Alice? Oui, juste pour ajouter, c'est juste de dire qu'il y a beaucoup de formes différentes. Hein. Au-delà d'investir dans l'efficacité énergétique, on peut imaginer qu'il y a toute une partie de cette taxe carbone qui serait payée par les transporteurs routiers. On peut imaginer d'investir ça dans la logistique décarbonée, dans de l'intermodalité, ce genre de choses. Donc, on peut vraiment imaginer toute une palette d'utilisation de ça. Mais là aussi, c'est du financement de transition, quoi. Donc, oui, tout à fait. Et il y a quand même une alternative, j'ai l'impression, c'est est-ce qu'on utilise ces dividendes pour accélérer la transition ou est-ce qu'on utilise ces dividendes pour compenser le coût social de l'augmentation des prix. L'exemple suisse, j'avais l'impression que c'était plutôt un accompagnement social de la transition plutôt qu'un investissement dans la transition. Alice, peut-être, c'est juste cette différence? Non, Vincent dit non, Alice dit oui. Éclairez-moi, éclairez les auditeurs. Alors, pourquoi oui et pourquoi non? Je ne répondais pas nécessairement à cette question, en fait. Je pense que c'est une alternative. Oui, ça peut être vu comme une alternative, ça peut aussi être vu comme complémentaire. Ça dépend des recettes générées, bien entendu. Si les recettes sont limitées, on va pouvoir financer un nombre de projets limités et on va devoir faire des choix. Choisir, oui. Mais ce que je pense qu'il est important de dire, c'est que c'est vrai que sur le plan politique, on peut vendre la taxe carbone comme une mesure qui sera accompagnée d'autres mesures sociales ou destinées à favoriser des investissements verts. Toutefois, d'un point de vue fiscal, et alors là je parle sous le contrôle d'Eduardo, en droit belge, il ne me semble pas possible de s'assurer que les recettes générées par une telle taxe seront liées à un projet X, Y ou Z. Et du coup, il n'y a pas de garantie véritable que les recettes générées seront véritablement utilisées dans un but social ou environnemental ou autre. Et donc, à mon avis, ça c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister pour s'assurer que la volonté politique sera véritablement suivie de mesures pratiques si on veut limiter l'impact social, etc. de ces taxes. Eduardo, c'est le principe d'unicité du budget, c'est correct, ou il y a moyen d'une manière ou d'une autre de flécher les recettes vers des dépenses précises? Alors, l'idée qui sous-tend le fait qu'on collecte des impôts en Belgique, c'est que ces impôts vont aller alimenter le budget de l'État, le budget général de l'État. Bon, maintenant, déjà dans un État fédéral, ce principe est mis à mal parce qu'on sait très bien que le produit, par exemple, de l'impôt des personnes physiques est réparti entre le niveau fédéral et les différentes entités fédérées, voire les communes, si on prend les additionnels, les provinces. Et donc, en plus, bon, même si ce n'est pas exactement l'impôt en tant que tel qui va être redistribué, on peut prévoir par une loi qu'un montant égal à l'impôt, au montant collecté via ce nouvel impôt, sera redistribué sous l'une ou l'autre forme. Donc je pense qu'on peut arriver à un résultat, mais ce qui est évident, c'est que si jamais le monde politique décide de réaffecter cet impôt pour autre chose, par exemple pour rembourser la dette, et qu'il alors abroge la loi par laquelle on opère cette redistribution, eh bien cet impôt restera valide, restera valable d'un point de vue constitutionnel et on ne pourra pas refuser de le payer. Mais là, bon, c'est une hypothèse qui, je l'espère, est purement théorique.
D'accord, merci. Si je reviens chez Alice, parce que Vincent a parlé tout à l'heure pour les industries qui sont très intensives au niveau énergétique, du système des quotas CO2. Ça, justement, est-ce que c'est pas un mixte entre un prix et une norme? Tu parlais tout à l'heure de l'idée de donner finalement, au niveau des individus aussi, un quota, un droit de polluer. C'était un peu la même idée que tu suggérais au niveau individuel? Non, Non. non, je pense pas. Je pense que j'ai utilisé ce terme parce que ça réfère à l'idée que chaque individu aurait une empreinte carbone et qu'il ne pourrait pas polluer au-delà de cette empreinte carbone. Oui. Mais généralement, quand on parle de quotas de CO2, Il y a un marché en plus. au niveau européen, ce qu'on entend en fait, c'est ce à quoi on fait référence, c'est le système d'émissions Oui. qu'on appelle Emission Trading Scheme en anglais. Et qui du coup alloue un nombre d'émissions à certaines entreprises ou qui demande à certaines entreprises de disposer d'un nombre de permis d'émission qui correspond aux tonnes de CO2 que ces entreprises émettent en fait. Alors c'est vrai que c'est un instrument différent d'une taxe, ça n'a jamais été qualifié de taxe, mais c'est un instrument réglementaire économique. Donc, ce n'est pas non plus une réglementation pure en tant que telle, puisqu'on joue quand même avec l'instrument économique. L'idée, c'est de créer un marché et que les entreprises vont pouvoir s'échanger ces permis, moyennant un certain prix, afin que les secteurs pour lesquels les diminutions, les réductions des émissions carbone sont les moins chères, puissent être réalisées par ces entreprises. Et que les entreprises pour lesquelles c'est plus difficile de réduire leurs émissions carbone puissent acheter des permis aux entreprises pour lesquelles il est plus facile de réduire. Parce que, alors, si c'est un marché, tout dépend du volume de quotas de CO2 qui sont présents sur le marché. Donc, je suppose qu'on peut réguler ce prix en augmentant ou en diminuant le nombre de quotas de CO2 qui sont mis à disposition des entreprises. Donc, si on voulait renforcer la fiscalité, il faudrait diminuer le nombre de quotas sur ce marché? Donc, ça dépend véritablement comment on voit la taxe carbone à la lumière de ce mécanisme-là, quoi. Donc, soit on considère qu'ils viennent se placer l'un au-dessus de l'autre, et donc on attend une taxe carbone et ce mécanisme qui viennent s'appliquer à certaines entreprises et à d'autres secteurs. Ou bien on considère qu'ils s'appliquent de manière séparée, et donc les secteurs qui sont soumis à l'ETS ne sont pas soumis à la taxe carbone, et ces deux mécanismes fonctionnent en parallèle sans se superposer. Il y a des États dans lesquels il y a une certaine superposition. C'est le cas en Angleterre. Mais ça dépend véritablement à nouveau de l'objectif du législateur. Mais est-ce que ces quotas de CO2, Vincent, moi, je ne connais pas du tout, mais d'après ce que j'entends, on dit souvent qu'il y en a trop, ou en tout cas il y en a beaucoup. Si on voulait avoir un impact environnemental, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le nombre de quotas alors? Donc il y a une trajectoire qui est prévue au niveau européen. De baisse, donc un plafond d'émissions, un cap en anglais, qui diminue graduellement chaque année. Et donc, si vous voulez, quand le système a été lancé, on avait fait des calculs en se disant, bon, on a un certain plafond d'émissions, et en effet, c'est l'offre, hein, on limite l'offre, et donc il y aura une demande, et en fonction de la demande, on aura un prix qui va apparaître sur le marché. Ce qui s'est passé, c'est notamment avec la crise 2008-2009 et d'autres raisons aussi, c'est que la demande tout à coup était moins forte. Il y a eu du coup beaucoup de quotas. Et ce qui s'est passé, on a vu que même si on respectait le plafond d'émission, le prix est devenu très très bas. Et on s'est dit, oui, d'accord, le prix est très bas. Donc du coup, quand même, l'incitant, et si vous voulez, le grand enjeu là-bas pour l'industrie intensive en énergie, c'est la production d'électricité, et en particulier la production d'électricité dans les pays de l'Est qui fonctionnent avec beaucoup de charbon. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que le prix du carbone est suffisant que pour favoriser le shift du charbon vers le gaz, ou mieux encore du gaz vers le renouvelable. Et donc, ces prix étaient très faibles que pour permettre ce passage-là. Et donc, on a eu des discussions politiques au niveau européen pendant 1 an et demi, 2 ans, qui ont abouti à resserrer dans le futur ce plafond d'émissions. Et donc, tout ça se fait avec des anticipations, si vous voulez, sur le long terme. Et maintenant, on est avec un plafond d'émissions qui est déjà orienté donc, vers 2050, qui n'arrive pas encore à zéro en 2050, mais qui est déjà fortement à la baisse. Maintenant, la nouvelle discussion va porter sur l'amener véritablement à zéro en 2050 et aussi déjà l'abaisser encore vers l'horizon 2030, puisque vous avez peut-être discuté par ailleurs le fait qu'au niveau européen, on discute un resserrement des objectifs à l'horizon 2050. En tout cas, c'est proposé dans le cadre du Green Deal. Donc, on va devoir adapter la mesure aussi, ce qui va faire monter le prix des quotas, donc aussi voilà, le prix CO2.
Mais justement, voilà, peut-être Eduardo, puisqu'on vient de lâcher le mot de Green Deal, ce Green Deal, il comprend une taxe CO2 au niveau européen? C'est quelque chose qui est annoncé par Ursula von der Leyen? Alors, le Green Deal comprend bien évidemment l'utilisation d'instruments qui ont un impact sur le prix du carbone. Maintenant, le terme taxe carbone a été soigneusement évité. Tarification, alors, il faut dire, si j'ai bien suivi voilà. le Vincent. Même pas, je crois que en fait, il y a déjà un instrument au niveau européen qui a un effet qui est similaire, qui est le système d'échange de quotas d'émissions dont on vient de parler. Et dans une logique assez compréhensible, la Commission souhaite bâtir sur l'existant et étendre ce système aussi aux frontières extérieures de l'Europe. Et donc avec un mécanisme qui permettrait justement de faire en sorte que les entreprises européennes qui produisent selon certaines normes environnementales imposées en Europe ne se retrouvent pas en concurrence directe avec des entreprises situées en dehors de l'Union européenne qui n'auraient pas les mêmes contraintes et qui ne devraient pas payer le même type, alors ce n'est pas vraiment des impôts, mais en tout cas des prix majorés pour l'utilisation de certaines sources d'énergie. Donc le Green Deal comprend une dimension qu'on va appeler tarifaire, même si ce n'est pas une taxe carbone au sens strict. Il faut rappeler quand même que au niveau européen, pour pouvoir harmoniser un impôt et un impôt environnemental aussi, il faut l'unanimité des États membres, que de nombreux États membres n'ont pas de taxe carbone, certains ne veulent pas en entendre parler, et donc il faut faire ce qui est possible. Donc, je ne pense pas que me paraît d'une efficacité comparable à celle d'une taxe carbone. D'accord. Peut-être avant de passer la parole à Charlotte, je reviens chez Alice avec une question parce qu'on n'a pas répondu encore à une suggestion que Charlotte avait répercutée la fois dernière, c'est celle d'Arnaud, je pense, qui suggérait que la tarification carbone ou l'alternative environnementale soit proportionnelle aux revenus, puisqu'on a vu qu'une des manières de répondre à l'impact social, c'était ce que l'on faisait avec les recettes, mais on n'a pas réfléchi à la suggestion d'Arnaud qui est de tenir compte de la dimension sociale dans la tarification même. Ça, c'est possible ou pas? Alors, certains pensent que c'est possible. Je ne suis pas certaine d'avoir une opinion claire sur la question, mais il y a des propositions qui ont été faites en ce sens, notamment par Piketty, sauf erreur de ma part. Et lui, par exemple, dit une taxe, par exemple, sur les tickets d'avion, ce serait une taxe qui serait progressive et en faveur du climat. Alors, on peut questionner le fait qu'il s'agit véritablement d'une taxe carbone, mais en tout cas, c'est une taxe qui pourrait avoir un impact sur le changement climatique et qui, selon lui, serait progressive, puisque les personnes qui prennent l'avion sont principalement des personnes qui ont un revenu assez élevé, surtout si la taxe varie, le taux de la taxe varie en fonction du nombre de trajets et de la longueur du trajet qui est effectué. C'est pas tout à fait la même chose que la suggestion. Non, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même idée. Oui. Juste un point sur le Green Deal. Eduardo a raison, donc je ne pense pas qu'une taxe carbone européenne va être adoptée demain. Par contre, les termes taxes ont quand même été mentionnés par Ursula von der Leyen. Et ce qui était en fait étonnant, alors c'est peut-être une gaffe politique de sa part, mais en tout cas, les termes ont été mentionnés et elle a aussi pour projet de revoir la directive sur la fiscalité de l'énergie, qui pourrait en fait avoir pour objectif d'aligner cette harmonisation de la fiscalité de l'énergie à l'échelle européenne avec les politiques climatiques dont dispose l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle obligerait dans une certaine mesure les États membres à aligner leur fiscalité de l'énergie sur des objectifs climatiques. Et donc, ça ne serait pas véritablement une taxe carbone européenne, mais ça serait quand même un pas dans cette direction. Ce serait une taxe carbone des pays européens, alors. Voilà. Oui. Contraint par l'Union européenne. Mais correct, oui. Voilà. Charlotte.
Oui, justement, oui. Le débat se poursuit sur Facebook aussi. Oui, vraiment, là, c'est bien. Pour répondre à ça, donc il y a Jean-Jacques qui dit que le problème de la pollution n'est pas belge et qu'il faut vraiment ne pas se limiter à notre pays. Lui, il parle de voir ça au niveau mondial même. Xavier lui parle déjà du niveau européen, que ce serait déjà pas mal. On a Arnaud qui dit encore, on peut mettre une taxe carbone sur les produits d'importation, mais pour cela, il faut envoyer aussi à la poubelle pas mal de traités européens. Donc là, voilà, il faut que ce soit européen, mais si on veut aller plus loin, on doit enlever certains traités. Et sur le même sujet, il y a pas mal de répondants en disant aussi que favorisons le local en taxant plus sur ce qui vient à l'extérieur de notre pays et justement en diminuant les taxes sur ce qui vient le moins loin. Ouais, voilà. Donc c'est bien, ça nous permet de glisser vers le troisième moment là, sur l'impact économique de la fiscalité environnementale. Et il y a au moins deux choses, j'ai l'impression, dans lesquelles on peut se raccrocher. Mais comme Alice, tu parlais des taxes sur les billets d'avion, on peut peut-être justement rebondir sur la dernière suggestion. Si on taxe ce qui vient de loin pour essayer de moins taxer ce qui vient de près, c'est une manière de le faire, c'est taxer les déplacements en particulier, et notamment l'avion, et on sait que le kérosène actuellement est quelque chose qui n'est pas taxé. Ça, c'est quelque chose qui risque de bouger ou pas dans les prochains mois? Je sais que ça frappe quand même beaucoup de gens que le kérosène, que l'essence que l'on met dans notre voiture n'est pas taxé, mais le kérosène qu'on met est taxé, mais que le kérosène qu'on met dans les avions ne n'est pas taxé. C'est quand même curieux. Oui, donc c'est vrai qu'en général, le kérosène pour le secteur de l'aviation n'est pas taxé. Il y a des raisons légales et politiques. Sur le plan juridique, en fait, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Chicago qui n'interdit pas totalement de taxer le kérosène, mais limite en tout cas fortement la marge de manœuvre des États. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et puis politiquement, si on prend ces limites juridiques en compte, eh bien, ça devient extrêmement difficile sur le plan pratique d'inventer des taxes sur le kérosène qui seraient efficaces. Sinon, il faut le faire au niveau mondial, quoi. En tout cas, donc, il faut oui, au niveau mondial. Exactement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a des discussions maintenant à l'échelle internationale. C'est au sein de l'Organisation internationale sur l'aviation civile. Et donc, il y a eu des discussions pour mettre en place un marché de permis d'émission similaire au marché qu'on connaît à l'échelle européenne ou dans d'autres États d'ailleurs, pour le secteur de l'aviation. Alors, ce n'est pas encore en place, les discussions sont toujours en cours, mais l'idée véritablement, c'est que ces discussions débouchent sur des mesures concrètes et ça pourrait en fait, dans une certaine mesure, solutionner ce problème que les émissions carbone du secteur de l'aviation ne sont pas internalisées, comme on le disait tout au début de nos discussions. Ouais. Ok, mais concrètement, ça veut dire aussi qu'on payera plus cher lorsqu'on veut partir en vacances. Ça pourrait vouloir dire ça, effectivement. C'est toujours difficile de savoir quelle est l'incidence économique effective d'une mesure, qu'elle soit fiscale ou une mesure de marché, comme c'est le cas du marché de permis d'émission, en fait. Donc, c'est pas certain que ce serait nous, en tant que citoyens, qui paierions ce surcoût. Ça pourrait être les compagnies d'aviation. Peut-être que le coût serait partagé entre nous et les compagnies aériennes. Peut-être que certains citoyens qui voyagent plus et qui sont localisés dans certains pays seraient plus touchés que d'autres. Ça, ce sont des études que les économistes doivent faire et moi, je n'en suis absolument pas capable. La seule chose que je peux dire, c'est que la réponse n'est pas nécessairement aussi évidente, quoi. D'accord. Mais il y avait aussi dans les interventions de Charlotte, il y a deux tendances, hein, le fait de taxer la fiscalité environnementale. Mais si on taxe nos entreprises, est-ce que justement il y a ces problèmes de perte de compétitivité? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Mais d'un autre côté, on a l'impression que si on taxe, comme on vient de le dire, ce qui vient de loin, ça peut favoriser nos entreprises. Si on taxe les produits importés, hein, comme ça a été suggéré par un des internautes, ça peut favoriser la relocalisation. Donc, comment s'y retrouver? Est-ce que finalement, on va tuer notre économie ou au contraire, est-ce que la fiscalité environnementale peut renforcer une économie plus locale? Ça dépend sans doute de la forme qu'elle prend. Oui, bien entendu. À l'heure actuelle, le système qui est généralement adopté par les États, c'est d'exempter ces entreprises ou de les soumettre à des taux plus bas que les taux qui s'appliquent aux autres secteurs. Donc, c'est leur donner un certain avantage fiscal pour compenser cette éventuelle perte de compétitivité. L'alternative à ça, c'est d'avoir des taxes sur les importations, effectivement. Et ces taxes sont controversées parce qu'elles sont potentiellement contraires à certains accords internationaux. Je ne suis pas certaine qu'elles soient contraires à des traités européens. Elles le seraient si elles sont adoptées par un État membre de manière individuelle, mais
si elles sont adoptées à l'échelle européenne, je pense que ça ne poserait pas problème. Mais c'est vrai que le droit du commerce international peut poser problème dans ce cas spécifique. J'ai écrit ma thèse de doctorat sur ce sujet-là. Et moi, je considère qu'il y a de bons arguments pour dire que ces taxes ne violent pas nécessairement le droit de l'Organisation mondiale du commerce. Mais on reviendra alors là-dessus, mais peut-être Eduardo et Vincent, je pensais demander tous les deux la parole. Eduardo, peut-être? Oui, je crois qu'il faut essayer de réfléchir aussi dans une logique de moyen long terme, parce que fatalement, la transition écologique va avoir un impact sur la transformation de toutes les économies, de tous les pays du monde. À partir du moment où on jouerait la carte, disons, de la superbe isolation, et qu'on dirait maintenant on va taxer tout ce qui vient de l'extérieur, on va produire local et on va garder nos entreprises telles qu'elles sont maintenant. Il faut bien se rendre compte aussi que indirectement, cela pourrait vouloir dire, comme on l'a fait avec certains secteurs comme le charbon par exemple, qu'on aide ou on subventionne des entreprises qui sur le long terme ne sont pas très viables et qu'on tue en quelque sorte une certaine innovation interne pour permettre de rendre notre économie justement plus en phase avec cet objectif de la transition. Donc il faut faire attention lorsqu'on souhaite absolument être dans une logique de protection des frontières, de ne pas rendre un mauvais service à notre économie, à notre société en général, en essayant de la protéger de quelque chose qui est inéluctable, qu'est cette transformation, cette transition environnementale. Vincent, tu voulais également réagir, je pense. Probablement aller assez bien dans le sens d'Eduardo et aussi par rapport aux commentaires qui étaient émis sur mettre en place un prix carbone au niveau mondial. Je voudrais dire que c'est vraiment la fiscalité carbone et le marché de carbone, c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement au niveau mondial. Les pays scandinaves ont été les pionniers en la matière, mais on a maintenant des initiatives partout dans le monde, donc aux États-Unis, donc en Californie, au Canada, avec différentes formes, fiscalité ou bien marché de quotas, en Amérique du Sud, même en Afrique du Sud, et surtout en Chine. Donc, ils ont pendant plusieurs années mis en place des systèmes pilotes et maintenant ils sont en train de mettre en place un marché au niveau international. Et donc, ça veut dire que des prix carbone apparaissent petit à petit au niveau mondial et donc réduisent ce problème de distorsion de compétitivité, de risque de perte de compétitivité, étant entendu toutefois que, autre élément important dans ces éléments de coût de l'énergie, c'est aussi la fiscalité hors prix carbone qui est parfois différente au départ, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a potentiellement une tendance vers une convergence et aussi ce qu'on entend de la part des secteurs. Évidemment, certains attirent vraiment l'attention sur le risque de perte de compétitivité qui, d'après les analyses jusqu'ici, n'ont pas eu lieu. Il n'y a pas eu de phénomène de relocalisation forte d'entreprises d'industrie européennes avec les mécanismes qui ont été mis en place pour le moment. Ce risque pourrait exister, mais on a tous des autres secteurs qui disent on a des gains de compétitivité à avoir parce qu'on investit dans les nouveaux secteurs, dans des choses qui sont l'avenir. Et je dirais que depuis la COP21, depuis l'accord de Paris, le signal, il est clair sur par où tout le monde veut aller. Avant ça, on n'avait pas encore d'accord international sur vraiment un objectif, donc les 2 degrés, 1,5 degré. On se demandait un petit peu comment aller. Et moi, j'ai véritablement ressenti, là où je travaille, dans les milieux policy au niveau, que ce soit belge, européen ou international, un vrai changement à partir de la COP21 sur on sait qu'on veut aller dans la direction de la décarbonation, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, les entreprises ont aussi une belle carte à jouer, en particulier en Belgique, sur ce plan-là. Oui, c'est parce qu'en général, quand on parle du niveau, dire qu'il faut le faire au niveau européen, a fortiori, si on le dit, il faut le faire au niveau mondial, ce qu'en tant que citoyen, on comprend, c'est ouais, ok, c'est bon, ça veut dire que ça ne sera jamais fait. C'est faux. Là, il y a des choses qui bougent vraiment, il y a une vraie impulsion qui est donc possible au niveau international. Là. Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas le niveau international, en tout cas, il y a un cadre international avec des objectifs à l'international. Il y a aussi la même chose, et beaucoup plus fort, évidemment, au niveau européen, là, avec vraiment de la réglementation des lois.
mais au niveau international, on sent cette impulsion avec des objectifs qui sont mis en place dans le cadre de l'accord de Paris notamment. Donc, c'est beaucoup trop timide, hein. Nettement, vraiment beaucoup trop timide. On n'est pas du tout sur une trajectoire vers les 2 degrés, voire 1,5 degré, mais néanmoins, ça va dans le bon sens. Mais alors, il faut qu'il y en ait qui aillent plus vite. Alors, il faut des précurseurs ou pas? Oui, probablement. Je crois qu'il y en a, et voilà, et on a des exemples, hein. Et même au niveau de l'Union européenne, indépendamment de la question du marché des quotas, pour ce qui est vraiment de la taxe carbone, mais on a cité la France tout à l'heure, mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi le Portugal, j'ai cité les pays scandinaves aussi, il y a la Suisse, donc le Luxembourg a décidé de mettre en place une tarification du carbone, les Pays-Bas prévoient aussi d'augmenter les axes, donc c'est une forme de tarification carbone, donc on est vraiment dans cette direction-là, et donc je pense qu'il y a une opportunité à avancer aussi dans ce sens-là en Belgique. D'accord. Mais si je reviens sur aussi la question de la taxation des biens importés, des problèmes de distorsion de concurrence, surtout si chez nous aussi, alors on développerait une fiscalité environnementale forte, j'ai l'impression, Alice, que dans le Green Deal, il y avait un autre élément sur lequel ça vaudrait peut-être la peine de s'attarder, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement aux frontières, qui visait justement à rééquilibrer la taxation entre ce qui serait taxé chez nous et les biens qui seraient importés. C'est cela ou je n'ai pas compris? Donc, c'est pas encore clair. D'accord. C'est qu'une ligne dans un projet. Dans l'annonce politique, en fait, d'Ursula von der Leyen. Oui, c'est ça. Et en fait, ils sont en train de chercher différentes possibilités pour mettre ce mécanisme-là en œuvre. Moi, je pense qu'il y a différentes options, en fait. Soit, véritablement, on se tourne vers une fiscalité du carbone à l'échelle de l'Union européenne et on a une véritable taxe carbone européenne. Mais comme Eduardo le disait... Et ça, c'est intra-européen. Probablement... c'est intra-européen, mais ça veut dire intra-européen, il y a cette taxe carbone et lorsque des biens qui sont considérés comme intenses en carbone sont importés sur le territoire européen, on applique également cette taxe qui s'applique sur les biens produits à l'échelle de l'Union européenne pour avoir une égalité dans le prix du carbone que subissent ces différents biens, qu'ils soient européens ou importés. C'est pour ça l'autre alternative. Oui, c'est pour ça qu'on parle parfois d'écluse environnementale, l'image de l'écluse pour mettre à niveau, c'est ça? C'est la même idée? Donc l'idée, c'est que le bien, lorsqu'il est consommé, finalement, il doit être taxé de la même manière, quel que soit l'endroit où il a été produit. Exactement, oui. Mais donc, comme l'idée de la taxe européenne est fort peu probable sur le plan politique, l'autre alternative, c'est d'avoir un mécanisme similaire qui accompagnerait le système de marché de permis d'émission. Et donc là, évidemment, ça voudrait dire qu'on passerait du mécanisme des exemptions, puisque les secteurs qui sont considérés à risque à l'heure actuelle bénéficient, je dis exemption, mais en fait, bénéficient de régimes favorables. Quand tu dis à risque, c'est à risque de ne plus être compétitif sur le plan international. Voilà, donc à risque, ça veut dire perte de compétitivité, voire même risque de relocalisation vers des États où les législations environnementales sont moins strictes. Et alors on polluerait plus. On polluerait plus au niveau global, et donc ça serait un petit peu ironique qu'une législation qui a pour objectif de favoriser la protection de l'environnement mène à un niveau de pollution globale plus élevé. Et donc, si on veut oublier ces mécanismes favorables pour ces entreprises, eh bien, l'idée, c'est de les transformer en un autre mécanisme qui aurait pour objectif d'appliquer un prix similaire aux biens importés qui sont produits par des entreprises similaires dans des États où il n'y a pas ce même type de normes climatiques. Ouais, on inverse le miroir quelque part au lieu que ce soit... Oui, exactement. Ouais. D'accord. Eduardo, tu es aussi pessimiste qu'Alice sur le développement d'une taxation au niveau européen? Je n'ai pas eu ce sentiment-là tout à l'heure, c'est pour ça que je relance. Non, mais je crois qu'il ne faut pas être fétichiste des termes. Il y a différents outils. Tu parlais d'un système analogue. Quoi, oui, c'est ça. Il y a différents outils. Moi, je ferai attention. On a toujours tendance à vouloir imposer des taxes sur ses voisins, que ce soit au niveau micro. La bonne taxe, c'est celle que paye le voisin, quoi. Et la mauvaise taxe, c'est celle qu'on paye. Et donc, il ne faut pas être dans cette logique. Et c'est vrai qu'on a utilisé le terme au niveau européen de border tax adjustment pour dire on va taxer aux frontières. On aime bien là, utiliser le terme frontière et taxe dans la même
dans la même expression, c'est la taxe sur les étrangers, ce qu'on appliquait au Moyen-Âge comme droit de succession, on taxait que les étrangers. Mais ça n'a pas vraiment, en termes de logique, c'est assez déresponsabilisant. Maintenant, ce qui importe, c'est d'avoir des outils qui fonctionnent. Moi, ce qui me préoccupe en fait davantage que le niveau européen, et heureusement qu'il y a le niveau européen, c'est la situation au niveau belge. Okay. Où autant au niveau européen, les choses avancent, les choses sont sur la table, et il y a une forte pression sur l'ensemble des États membres pour avancer, autant on a l'impression au niveau belge qu'il n'y a finalement qu'une pression très très faible, en tout cas ressentie par le monde politique, pour avancer sur ces thématiques. Et donc, j'ai envie de dire, heureusement que l'Europe nous force, nous Belges, à nous interroger sur notre stratégie fiscale et non fiscale en matière environnementale. Vincent voulait réagir, mais si peut-être aussi continuer. Et qu'est-ce qu'on sait faire au niveau belge? Je ne sais pas, au choix. Soit réagir sur ce qui avait été dit avant, parce que tu avais levé la main, soit enchaîner sur peut-être des suggestions sur ce qui est possible de faire au niveau belge. On était sur la thématique de la taxe aux frontières ou mécanisme d'ajustement aux frontières. Voilà, moi je voulais juste souligner que, en tout cas conceptuellement, c'est très attrayant, hein, puisque ça permettrait de développer vraiment un marché domestique, un marché interne dans lequel vraiment on aurait une empreinte carbone qui serait relativement plus faible en tout cas. Par contre, on se heurte outre aux questions potentiellement de cohérence avec les traités internationaux, en tout cas à celle de la mesure pratique des émissions de carbone dans les biens qui sont importés. Et donc là, on est franchement pas très loin. Donc, il y a des discussions qui ont eu préliminaires qui ont eu lieu sur la proposition de la France notamment, qui visaient à regarder les secteurs de l'acier et du ciment. Donc là, on pourrait dire que pour l'acier et des ciments, on pourrait utiliser un certain benchmark en termes par tonne d'acier ou de ciment. On considère qu'il y a autant de CO2 incorporé, etc. Par contre, si vous commencez à essayer de mesurer la teneur en carbone de l'ordinateur qui est devant vous, bonne chance. Les chaînes de valeur sont tellement longues, on passe d'un pays à l'autre, il faut chaque fois faire une hypothèse sur la teneur en carbone de la production d'électricité qui était nécessaire pour les différents composants. Donc voilà, on a une difficulté vraiment ici technique qui montre quand même les limites malheureusement de ce type d'instrument. Ok, parce que quand même, dans ce que Eduardo disait, il ne faut pas taxer le voisin, mais ici, si j'ai bien compris l'idée du mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est pas taxer le voisin d'une taxe qu'on ne payerait pas, c'est payer nous-mêmes, décider de payer une taxe, et du coup dire qu'il faut que le voisin la paye aussi lorsqu'il vient chez nous. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose que de refiler la patate chaude au voisin. Ali, justement, parce que Vincent aussi réagissait sur la question de la compatibilité avec les traités européens. Tu avais fait une allusion tout à l'heure, disant que toi tu étais plus positif sur ce que permettaient les traités internationaux. Ouais, donc juste un point pour aussi insister sur le fait que c'est vrai que ces taxes aux frontières sont souvent présentées comme une manière de mettre le doigt sur les mauvais États qui n'ont pas de fiscalité carbone ou de tarification au carbone, etc., etc. Mais on peut aussi les voir d'une autre manière, à savoir qu'elles permettent d'internaliser le coût environnemental du consommateur. Et donc, pas en tant que mesure pour pointer du doigt les producteurs dans les pays en voie de développement ou dans d'autres États où il n'y a pas ces mesures. Dans certains cas, il n'y a pas de politique climatique forte, mais une manière de dire que le consommateur européen, lorsqu'il va consommer du ciment, ou c'est pas qu'on mange le ciment, mais va utiliser du ciment, eh bien, le ciment qui est utilisé sur le sol européen, eh bien, son coût environnemental se retrouve dans son prix. Et donc, c'est une autre manière de voir ces mécanismes de manière plus positive. Parce que c'est le consommateur européen qui finira par payer les biens qui auront été, enfin, la taxation sur les biens qui auront été importés, sans doute, j'imagine, d'où ce qui renvoie de nouveau à la question de l'accompagnement social de cette fiscalité environnementale, quoi. Alors, oui, alors à nouveau, là, il faut une étude économique pour déterminer qui véritablement va payer. Du prix, etc. Mais on peut imaginer en tout cas qu'il y ait une part en tout cas de cette fiscalité qui ce sera pas le producteur qui aura moins de bénéfices, si ce n'est il vendra moins, mais que ce sera quand même, il répercutera dans le coût final que risque de devoir supporter le consommateur. Oui. Avec toute la question de l'accompagnement social sur lequel il faut revenir. Oui, Vincent.
Il faut remettre le micro. Voilà, non, parce que je pense tu relances un peu la question de l'impact social et je pense qu'on ne l'a pas creusé encore suffisamment. Je pense qu'il y a vraiment, quand on parle de taxe carbone, vraiment ces questions les carburants, les combustibles de chauffage, ça, ce sont vraiment des éléments sur lesquels on ferait directement porter la tarification, la taxe. Et du coup, sur ces aspects de compensation, il y a quand même cette possibilité, je répète, avec ces recettes, de cibler vraiment la redistribution sur les premiers déciles, je dirais. Parce qu'on prenait l'exemple de la Suisse, qui est de dire, tiens, avec ça, on fait de la compensation, mais c'est de la compensation qui n'est pas ciblée. Pour moi, là, je m'exprime vraiment à titre personnel, mais je pense que par rapport à ces questions, cette dimension de précarité énergétique, on pourrait très bien utiliser une partie des recettes pour cibler véritablement ces premiers déciles, ces gens qui sont vraiment à risque, et puis avec le reste, utiliser peut-être en partie de la fiscalité sous forme de subsides pour aider à la rénovation des bâtiments et ce genre de choses. Et à côté de ça, alors par rapport aux effets induits qu'on était en train de discuter avec Alice sur éventuellement le prix du ciment qui ferait augmenter le prix de différentes choses, etc., je crois qu'il faut qu'on aille aussi beaucoup plus sur le terrain d'une révision complète des modes de production et de consommation, et donc de l'industrie même. Et les grands leviers de ça, c'est quoi? C'est l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est la bioéconomie. Et donc, par là, on doit réintroduire, à mon avis, une autre fiscalité environnementale dont on parle très, très peu parce qu'on ne voit pas encore très bien comment la dessiner, mais c'est la fiscalité sur les ressources, la fiscalité sur les matières, et donc de dire que les matières premières vierges, autres que les combustibles fossiles, il va falloir, on a une opportunité aussi d'aller jouer avec la fiscalité incitative pour promouvoir l'économie circulaire, et donc tout ça pourrait chambouler de manière assez forte ces modes de production et donc de consommation et donc de prix pour les consommateurs et la façon aussi de consommer, beaucoup plus de partage d'une série de biens, etc. Et donc c'est potentiellement plus fort et plus puissant, je pense encore que des impacts à la marge sur les prix de certains produits. Avant de passer la parole à Charlotte, et puis on reviendra chez Eduardo, tu parles de cibler sur le premier décile, mais est-ce que c'est pas justement un ciblage sur le premier décile n'est pas ce qui justement a mis le feu aux poudres par rapport à la fiscalité environnementale, notamment en France, si on se contente, entre guillemets, de cibler le premier décile, parce que alors la classe moyenne, notamment la classe moyenne moins aisée, donc on va dire les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième déciles, vont encore se dire, c'est nous qui allons payer. Ceux au-dessus, ils ont vraiment effectivement les moyens, mais si on ne fait que cibler sur le premier décile, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème d'acceptabilité sociale qui est à craindre? Est-ce qu'il ne faut pas alors un accompagnement social quand même plus large? Mais d'abord, je ne pensais pas spécifiquement au premier décile, je disais les premiers déciles. En général, voilà. Ok, voilà, d'accord. Okay. Ça s'entend pas. Voilà. Je crois qu'il faut aussi faire attention à toutes les réalités. Quand je parlais du bâtiment, par exemple, eh bien, on sait que dans les tout premiers déciles, c'est là qu'on retrouve beaucoup de gens qui sont dans des logements sociaux, par exemple. Donc là, le levier, il est l'investissement public dans ces logements pour les rendre économes en énergie, pour faire baisser la facture. Par exemple. Donc là, il est là-bas. Donc, je ne veux pas cibler comme ça, choisir l'un ou l'autre décile, dire qu'il faut aller jusqu'à la moitié, jusqu'au cinquième décile. Mais certainement, je pense qu'il faut utiliser ces recettes de manière ciblée, parce que sinon, on ne sait plus rien faire. Et ces recettes ne sont par ailleurs non plus pas gigantesques. Il ne faut pas non plus croire qu'on va pouvoir, par exemple, baisser la fiscalité sur le travail avec ces montants-là. On pourrait le faire, mais juste de manière, à mon avis, beaucoup trop limitée, puisqu'on parle, pour ce que j'évoquais tout à l'heure, le secteur des transports et des bâtiments, pour une tarification carbone, de montants de l'ordre de 2,5 milliards à 4 milliards maximum à l'horizon 2030, de nouveau, pour des niveaux de prix qui sont… Mais ça, c'est une question d'ambition. C'est une question d'ambition. Maintenant, voilà, même d'aller encore 2 fois plus haut en termes de prix, ce serait vraiment beaucoup. On serait dans des niveaux de recettes qui sont appréciables, qui sont sympathiques, mais on ne finance pas toute la sécurité sociale avec ces montants-là. C'est ça juste que je veux dire. Donc, le tax shift, on peut en faire peut-être une partie, mais il ne faut pas penser qu'on va pouvoir redessiner le système fiscal en utilisant la tarification sur le carbone. Donc là, tu anticipes la quatrième partie, mais je voudrais d'abord faire… c'est pas, il y a votre problème. Charlotte.
Oui, je voudrais juste revenir sur ce que Vincent disait parce que justement le niveau local est fort débattu sur Facebook avec justement les productions locales, la consommation locale, mais aussi les monnaies locales qui sont remises un peu au goût du jour. Et alors Sophie, elle nous dit si on diminuait déjà les taxations sur la production des besoins primaires, c'est-à-dire l'alimentation locale, le textile locaux, les déplacements en transport en commun, réduire la taxation sur le travail. On parle sans cesse, sans arrêt donc de taxer, mais pourquoi ne pas détaxer la production locale, rendre le tech gratuit et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'était pour rebondir un peu. Ça fait bien la transition, parce que je dois avouer être un peu déçu parce que vient de dire Vincent, parce que moi j'avais, allant dans le sens de Sophie, j'aurais envie de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, vu l'ampleur des objectifs qu'il faut avoir au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, bon, peut-être qu'il ne faut pas d'emblée, mais alors de véritables objectifs ambitieux en termes de fiscalité environnementale, mais en contrepartie, on diminue la taxation, fortement la taxation sur le travail, par exemple. Et donc, du coup, ce qui favoriserait la production locale, qui serait, par exemple, moins chère déjà parce qu'il y a moins de déplacements, hein, par rapport à une taxation des billets d'avion, etc. Si on produit localement, on évite la taxation sur les coûts de déplacement, mais aussi si on baisse la taxation sur le travail, eh bien là aussi, la création d'emplois locaux serait favorisée. Mais ce shift-là, il n'est pas possible, Eduardo. On t'entend pas, Eduardo. Tu es à nouveau coupé. Il faut que tu branches ton micro. Voilà. Merci. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on peut baisser la fiscalité sur le travail, mais si on croit que c'est via la fiscalité environnementale qu'on va y arriver, ou seulement via la fiscalité environnementale, je pense qu'on se trompe. Hein. Donc, et ça a été montré. Et il y a d'autres voies. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas avancer sur ce grand chantier qu'est la réforme de l'impôt sur les revenus et l'impôt des personnes physiques, où il y a certaines marges. Mais il faut bien se dire que là aussi, on est dans une transition fiscale. Du jour au lendemain, on ne va pas commencer à détaxer toute une série de produits, d'activités, pour espérer que ces activités se développent. C'est-à-dire que la fiscalité peut accompagner, mais la fiscalité toute seule, comme la taxe carbone n'est pas la recette miracle pour seule amorcer toute la transition écologique, la fiscalité sur le travail n'est pas la recette miracle pour créer du jour au lendemain des centaines de milliers d'emplois locaux. Donc la fiscalité peut accompagner des dynamiques, mais il faut que d'abord on se pose la question de quel type d'emplois locaux on veut créer, quel type d'entreprise on veut lancer. On a beaucoup parlé, donc on a parlé d'économie circulaire, d'économie collaborative, entendue dans le sens positif du terme. On peut avancer sur ces chantiers-là, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. À partir du moment où on promeut des baisses d'impôts importantes, il faut savoir qu'on va devoir les financer, a fortiori maintenant, après le coronavirus, où on a déjà un déficit de l'État qui s'est creusé de manière très importante et inattendue. Donc, je serais très prudent sur des mesures qui viseraient à détaxer des pans entiers de la consommation ou de la production, en espérant sur un effet retour qui pourrait ne pas arriver. D'abord, donc, voir quelles sont les activités qu'on veut valoriser et ensuite voir quel est le meilleur moyen de les accompagner fiscalement. Mais pour clore, de manière générale aussi, vouloir systématiquement réduire la TVA sur toutes sortes de biens et de services qu'on considère être, disons, positifs, c'est pas le meilleur réflexe qu'on doit avoir. Ce sont des mesures qui coûtent très cher, qui sont souvent extrêmement difficiles à cibler et qui ont des effets
pervers qu'on sous-estime. Donc attention à croire que l'outil fiscal peut tout résoudre. Ok, mais alors, quelle serait justement au niveau belge la recommandation que chacun d'entre vous pourrait faire, à la fois pour rencontrer cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour peut-être donner plus de sens à l'impôt? Parce que naïvement, de nouveau, je vois ça moi de loin, mais on pourrait se dire que si on diminuait de taxer ce qui contribue au bien-être, à savoir par exemple le travail, et qu'on taxait plus ce qui nuit au bien-être, la pollution, ça rendrait le système fiscal bien plus sensé, bien plus acceptable. Mais bon, je vois ça un peu naïvement sans doute. Donc, quelles recommandations pourriez-vous faire pour renforcer alors une forme d'adhésion, de compréhension, d'acceptabilité du système fiscal et en même temps rencontrer cet objectif climatique? Alice, peut-être. Ok, mais c'est bien, comme ça, si d'autres donnent des idées, ils ne me voleront pas mon idée. je peux commencer. Mais moi, je dirais aligner le système fiscal, enfin, rendre le système fiscal plus cohérent, en fait, en s'intéressant d'abord aux incohérences qui le caractérisent. Et ça implique de s'intéresser à certains avantages fiscaux qui sont complètement incompatibles avec certaines politiques environnementales. Et là, je pense, et certains ne seront pas d'accord avec moi, mais de mon point de vue, en tout cas, les avantages fiscaux qui sont alloués pour les voitures de société, par exemple, devraient disparaître. Ok, donc première proposition, supprimer les voitures de société. Ça, on sait faire au niveau belge. Mais en soi, ça augmente encore de manière indirecte le coût du travail, puisqu'on présente souvent la voiture de société comme étant peut-être pas la bonne manière, mais une manière de soutenir une défiscalisation partielle d'un certain type d'activité. Mais on entend, première proposition, la suppression de tout avantage sur les voitures de société. Vincent, peut-être, quelles recommandations pourrait-on faire alors pour à la fois rencontrer cet objectif de réchauffement climatique, tout en rendant plus sensé, plus juste, plus équitable la perception du système fiscal? Mais de nouveau, je pense que c'est difficile de se prononcer de manière trop générale, mais en tout cas, sur cette notion de tarification carbone, il y a un énorme élément de communication, d'explication, de rendre des comptes. On a parlé du rôle très important des recettes, d'avoir une totale transparence par rapport à l'usage des recettes, un rapport qui serait fait tous les ans au Parlement, qui serait discuté, qui serait débattu, de rendre des comptes sur ce qui a été fait. Et donc, ces éléments d'explication sont, à mon avis, assez fondamentaux. Il y a des travaux qui ont montré que l'effet d'une hausse de prix de carburant qui arrive par l'évolution des prix du marché est impacte nettement moins les comportements de l'ordre d'un facteur 4 qu'une même hausse de prix qui serait liée à l'introduction d'une composante carbone. Donc, le fait qu'on communique et qu'on dise aux gens on a mis de la fiscalité pour vous encourager à baisser vos comportements et voilà comment on utilise les recettes, eh bien, ça encourage les gens à avoir un sens moral dont Eduardo faisait part en début de débat. Donc, je pense que ces éléments-là, ils sont assez fondamentaux. Et puis, en ce qui concerne les autres tendances, je pense que je l'ai évoqué en anticipant un petit peu ce point, qu'il y aura un chamboulement par ailleurs sur toute une série d'éléments. Un élément qu'on n'a pas cité, c'est que si on veut décarboner complètement à l'horizon 2050, on a déjà plus toutes les recettes des axes sur le carburant. C'est 6 milliards, ça va progressivement partir. De toute façon, pour moi, le système fiscal, il va être complètement chamboulé, ne fût-ce que par de nouvelles formes de travail, et surtout aussi, parce que j'évoquais tout à l'heure, de nouvelles manières de consommer et d'échanger, et du coup, avec ce lien vers d'autres formes peut-être de fiscalité environnementale qui, elles, pourraient potentiellement ramener quand même beaucoup de recettes, c'est cette fiscalité sur les matières. De nouveau, je crois que c'est un chantier qu'il faut ouvrir, qui est trop peu discuté, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Mais alors, creusons un tout petit peu cette idée. Donc, ce serait quoi? C'est une redevance que l'on paierait lorsqu'on puise lorsqu'on utilise, une matière première. C'est l'idée, c'est ça? Ou comment, concrètement, quelles sont les pistes proposées? Mais ce serait avant tout l'idée de dire que, pour le moment, on est dans une économie complètement linéaire. Il y a que entre 8 et 10%, en tout cas au niveau mondial, des matières qui tournent en boucle. Et donc l'idée, ce serait de dire qu'il faut limiter au maximum l'extraction des matières
Et donc, pour ça, c'est d'avoir une fiscalité qui serait liée à la tonne de matière qui serait utilisée. Donc c'est une redevance à la tonne sur puiser. Alors, c'est quoi en fait? C'est les métaux, ce sont les minéraux non métalliques et c'est la biomasse, si vous voulez. En gros, ça, c'est les grands éléments. Alors, tout ça, il y a beaucoup de choses, évidemment, mais on pourrait appliquer un taux par tonne qui rentrerait dans le système, si vous voulez, tarification qui ne serait pas appliquée, par contre, à ce qui est recyclé, à ce qui tourne en boucle, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, on peut promouvoir le côté recyclable et avoir une fiscalité aussi sur les déchets. Il y en a un petit peu, mais qui est encore très légère, mais qui pourrait être nettement plus importante pour favoriser cette boucle. Et donc là, on va forcément susciter le local, les chaînes de valeur plus courtes, etc. Mais de nouveau, j'ai peu de connaissances de travaux sur ce sujet. Il y a peu de quantification des effets, mais en soi, ça pourrait être une source de recettes potentiellement. Mais pour prendre un exemple qu'on connaît mieux, le pétrole, quand une entreprise va en Arabie Saoudite, par exemple, et qu'elle prélève des barils de pétrole, elle paye quelque chose à l'Arabie Saoudite pour avoir le droit d'exploiter le sol. Enfin, ça pourrait être éventuellement ça. Je connais pas les détails, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais l'idée, ce serait de répliquer, si vous voulez, même la tarification carbone, mais ici pour les matières. Et donc, dès qu'on produit. Qui reçoit l'argent? C'est le pays où on va chercher la matière? C'est au niveau mondial? Je pense que à mon sens, ce sont des questions encore ouvertes, à moins qu'Alice Eduardo ait plus de connaissances là-dessus, mais je crois que c'est un champ d'investigation, mais qui pourrait être important dans le dessin d'une fiscalité plus générale. En tout cas, ça fait partie de la fiscalité environnementale, à mon sens. Voilà. Bon, pendant que j'embêtais Vincent, Eduardo, j'imagine que tu as pu choisir ta recommandation. Que proposerais-tu? Oui, c'est quelque chose qui est un petit peu en ligne avec ce que Vincent vient de dire. Moi, je pense qu'il faut essayer d'instruire, d'éduquer avant de punir et de prévenir avant de guérir. Et je pense que si on devait dès aujourd'hui mettre en place une mesure, ce serait un impôt virtuel, c'est-à-dire un impôt qui n'est pas payé, mais un impôt qui est visible dans le prix, une espèce de prix virtuel qui comprendrait le coût environnemental de tous les biens et les services qu'on achète. Donc, on continuera à payer normalement le prix qu'on paye, mais à côté, on aurait un second prix qui est en fait le prix véritable qui inclut le coût environnemental. Et ça, ce serait déjà un premier signal pour bien faire comprendre que certains produits ont un coût environnemental qui est nettement supérieur au coût que l'on paye, soit à la pompe, soit au supermarché. Et ça permettrait d'amorcer aussi une prise de conscience qui permettrait d'amener justement un jour à un impôt, une véritable redevance qui intégrerait ce coût environnemental, que ce soit lié au transport, que ce soit au coût de traitement de déchets que l'achat du bien ou du service implique, que ce soit au niveau de la durabilité des matériaux qui sont utilisés. Et donc, l'idée de ce double prix qui pourrait donner le jour aussi à une surtaxe à la production, à la consommation de produits non durables, c'est une idée sur laquelle différents chercheurs travaillent, et notamment une équipe de l'ULB à laquelle je suis associé, qui vise justement à faire en sorte que pour chacun des produits qui existent, on arrive à leur donner un indice de durabilité basé sur une série de critères, pas simplement sur les émissions carbone, mais sur toute une série d'autres facteurs qui permettent justement de mieux visualiser pour le citoyen, pour le consommateur, pour l'entreprise, le véritable coût du produit qu'il achète. C'est un peu comme les panneaux à l'entrée des villes qui nous indiquent à quelle excès de vitesse on fait. Là, qu'on roule à 60 alors qu'on devrait rouler à 50, mais où il n'y a pas le flash derrière. C'est dans un premier temps. Oui, c'est un peu cette idée qu'on voit le Nutri-Score là, quand on achète des produits. C'est l'Eco-Score. C'est commencer par là.
Parce que si j'achète un produit qui coûte 20 € et il a un coût environnemental de 60, ben, ça me fait réfléchir, un. Et deux, ça commence à m'habituer à l'idée que peut-être qu'un jour, je vais devoir payer 60 pour ce produit et je vais peut-être devoir modifier mes habitudes de consommation, ou le producteur va devoir revoir la manière dont il produit et c'est ce prix-là que tu mets, c'est le faux prix, le prix virtuel, enfin le prix réel si on intègre, mais pas celui qu'on paye, c'est celui-là que tu mets en plus grand sur l'étiquette pour que ce soit celui qu'on voit le plus, je ne sais pas. Moi, je mettrais le double. On a vécu avec le double prix pour les plus anciens d'entre nous, le franc belge et l'euro pendant quelques années. Mais il faut qu'il soit visible, hein, il ne faut pas que ce soit juste. Oui, bien sûr. Mais il faut que ce soit très visible et ce prix indicatif peut servir aussi à terme de base pour un impôt spécifique qui permettrait justement de valoriser davantage les circuits, l'économie circulaire, la production locale, etc. Okay. Bon, en tout cas, prévenir plutôt que guérir, c'est une des valeurs fondamentales qui se trouve dans le manifeste d'Il fera beau demain, qui est en consultation d'ailleurs sur notre plateforme ilferabeaudemain.team. Donc, si vous êtes convaincu qu'il vaut mieux prévenir que guérir, vous pouvez par exemple aller voter pour ce principe sur notre site. Charlotte, peut-être un dernier mot, un mot de conclusion en nous faisant un dernier écho de ce qui s'est dit sur notre page Facebook. Oui, je vais partir de ta demande, Laurent. Donc, le pollueur-payeur, est-ce que c'est une idée simpliste ou une bonne idée? Eh ben, 30% des internautes trouvent que c'est une idée simpliste et 70% trouvent que c'est une bonne idée. Ce qui est drôle parce que le débat faisait quand même était assez soutenu par rapport justement à ça, en disant que le pollueur-payeur, ce n'est pas taxer au départ le problème de la pollution et ce n'est pas trouver une solution par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Taxer les entreprises, taxer les consommateurs, taxer en amont ou en aval, taxer dans le pays, taxer à l'extérieur. Il y a beaucoup de questions évidemment qui en découlent et j'invite tous les auditeurs et à continuer le débat sur notre plateforme ilferabeaudemain.team parce que je sens que ça va encore continuer. Merci beaucoup Charlotte, merci Alice, merci Eduardo, merci Vincent. Je trouvais en tout cas personnellement le débat passionnant et j'ai appris plein de choses. Donc vraiment, je vous remercie et je donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre avant-dernier débat confiné avant l'été. Ce sera toujours mercredi à 17h. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. À bientôt.